Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le Sénégal a perdu un capitaine d'industrie. La disparition de Abdoulaye Diao dit Baba a provoqué une vive émotion dans le milieu des affaires. Son portrait à suivre. Fête patronale de l'armée de l'air. L'armée de l'air met à la disposition de l'aviation civile des lignes gratuitement pour desservir les régions périphériques. On vous explique tout. Et puis, exclusion des 64 candidats au baccalauréat à Kaolack. L'Union nationale des parents d'élèves a entamé une mission de bons offices. Des démarches sont entreprises pour permettre aux élèves de reprendre les épreuves en session de rattrapage. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, la disparition de Abdoulaye Diao dit Baba. Le Sénégal a perdu un capitaine d'industrie remarquable selon plusieurs témoignages. L'homme d'affaires est décédé ce mercredi. Son portrait avec Abdourahmane Diallo. Baba Diao, de son vrai nom Abdoulaye Diao, est né en 1946 à Thiès. Il a vécu une enfance dans une famille démunie et rien n'a été facile dans sa jeunesse. Ce fils de cheminot a dirigé l'un des plus grands projets de l'industrie pétrolière du Sénégal avant les découvertes de pétrole et de gaz. Mais auparavant, il a été l'un des meilleurs mathématiciens et physiciens du pays. Baba Diao a fréquenté le lycée Louis-le-Grand de Paris. Il a été diplômé par la suite de l'école Mines Centrale en pétrochimie. De retour au Sénégal, il a intégré dans les années 70 le ministère de l'énergie et les textes de la société Petrosen portent son empreinte. Baba Diao a quitté la fonction publique en 1985 pour fonder ITOC, International Trade All In Committees, souvent adjudicataire de marchés importants de produits pétroliers. Le milliardaire est parfois sollicité pour dépanner la Sénélec, surtout lors des fameuses périodes de délestage. L'ex-conseiller de l'ancien président de la République Macky Sall, il est dans le top des classements des entreprises sénégalaises. Membre fondateur d'Orix Monde, dont un de ses fils s'occupe la filiale, Baba Diao est un homme rangé et efficace dans les affaires. Il est d'ailleurs le créateur de la banque Outarde en 2017. Il est un homme modeste et peu mondain. Homme de réseau, il entretient de bonnes relations avec tout le monde et adore passer du bon temps dans sa ferme de poudre et auprès de sa famille dans la cité du Rail. Le spécialiste du combustible, partenaire local de Trafigura, multinationale du secteur, jouit d'une excellente réputation auprès des professionnels africains, européens, américains et asiatiques. Grâce à ses compétences, Baba Diao a perdu la vie ce mercredi suite à une longue maladie. Il sera inhumé ce jeudi à Thiès. À la une également de l'actualité, la fête patronale de l'armée de l'air. L'armée de l'air met à la disposition de l'aviation civile des lignes gratuitement pour desservir les régions périphériques. Elle a mis, selon le CEMER, ses connaissances et savoir-faire pour soutenir les ambitieux projets de faire du Sénégal un pays d'aviation. Voyons tout cela dans ce reportage de Habib Faye. Une gerbe de fleurs à la mémoire des disparus. L'armée de l'air, consciente de l'aviation militaire pour le développement, intègre dès sa création une variété de missions conjoncturelles. Visant à contribuer au service public et à soutenir le développement économique et social. Ainsi, en mettant gratuitement en place des lignes aériennes pour desservir les régions périphériques du Sénégal, souvent difficiles d'accès, l'armée de l'air a significativement contribué au succès des programmes de désenclavement et de développement communautaire visant l'inclusion sociale et l'équité territoriale, essentielle à la cohésion et à la stabilité d'une jeune nation. Elle met aussi à la disposition de la communauté de l'aviation civile sénégalaise ses connaissances et son savoir-faire qui sont capitalisés depuis l'AEF afin de soutenir les projets de faire du Sénégal un pays d'aviation. Et sous ce rapport, l'expertise développée dans la protection de la défense des points sensibles aéroportuaires sert désormais de viatique à la politique de sécurité et de sûreté des aéroports du Sénégal, élaborée par des aviateurs chevronnés et compétents. En plus, l'armée de l'air est un formidable vecteur de formation. Elle offre à nos jeunes compatriotes l'opportunité d'acquérir des compétences de pointe, tant techniques que managériales. La fête de l'armée de l'air est l'occasion d'investir dans la mission de défense de l'intégrité de l'espace aérien national, selon le général de brigade. L'armée de l'air poursuit le renforcement de ses capacités opérationnelles
à tous les échelons avec agilité et responsabilité. Notre espace aérien est devenu plus sûr et mieux protégé. Des radars performants scrutent le ciel, jour et nuit, pour détecter et suivre tous les mouvements d'aéronefs dans notre espace aérien national. Ce dispositif de la prévention des intrusions des activités aériennes et suspects sera complété par l'acquisition d'avions de chasse selon le patron de l'armée de l'air. Merci Habib. Allons maintenant à Matam. Tension entre des syndicalistes et le médecin-chef du district sanitaire. Les travailleurs s'insurgent contre des affectations qu'ils jugent arbitraires. Reportage Ali Bandeliank. Ils ont abandonné les postes de santé pour se retrouver au niveau du district sanitaire de Matam. Des agents de santé, membres du syndicat SDT3S, très remontés contre le médecin-chef du district, accusés de mauvaise gestion, mais surtout de favoritisme dans le choix des hommes. Ce qu'on a pu constater avec ce nouveau médecin-chef du district sanitaire de Matam, depuis sa venue, c'est une gestion nébuleuse des fonds du district et une gestion nébuleuse des ressources humaines du district. Je m'explique. Les ressources humaines du district, il peut arriver qu'il y a des postes qui sont vaqués. Ces agents qui étaient là, des sages-femmes ou des infirmiers, sont partis. Ce qu'on demande au médecin-chef, que ces postes vacants, qu'on puisse lancer un appel à candidature pour voir le méritant qu'on lui offre ce poste. Mais lui, il ne fait pas ça. Il prend sa sœur, sage-femme, il le met dans son poste de santé. On n'en parle pas, il prend ses amis, il les met dans le poste de santé. En parlant des ressources financières, ce qu'on a pu constater, il y a une gestion nébuleuse des ressources humaines au sein même du centre de santé. Il y a beaucoup de gens qui recrutent, qu'ils payent, et en ce moment, le centre de santé ne peut plus endosser cette ressource financière que doit faire fonctionner le centre. Ce qui fait qu'il fait recours au dépôt du district. Il prend les fonds du district pour venir à bout du centre de santé. Ce qui a valu un endettement de 5 millions au centre de santé. Or, si le dépôt du district n'a plus d'argent pour faire ses commandes, cela va se répercuter sur l'ensemble des 29 postes du district sanitaire de Matam. Les syndicalistes qui exigent purement et simplement le départ du médecin-chef du district sanitaire de Matam décident de dérouler un plan d'action à compter de lundi prochain. Et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons, nous, le syndicat SDT3S du district sanitaire de Matam, que nous déclarons une non-collaboration qu'on va faire totalement avec lui. Nous nous engageons à ne plus collaborer avec lui tant qu'il sera là. Et en plus de cela, dans tous les postes de santé, tous les jours, les agents de santé, infirmiers, sages-femmes... De nouvelles perturbations dans le système sanitaire de la région de Matam, au moment où les syndicalistes du SUTSAS poursuivent toujours la rétention de toutes les données sanitaires et toutes les tournées de supervision. Une situation d'ailleurs qui dure depuis 3 longues années. Et les accusés refutent ces allégations. Voici à ce propos le secrétaire général de la commune de Matam, Malik Ba, avec notre équipe à Matam. Franchement, c'est quelque chose quand même de normal. Quand même, quand quelqu'un... Et aussi, vous savez, c'est la gestion communautaire. On ne peut pas prendre quelqu'un avec qui on n'a pas de bonnes humeurs. Il faut au moins que nous, à notre niveau, le maire à son niveau, choisisse quelqu'un quand même au moins qui répond à ses attentes. Et ce qu'on a fait, et nous en tant que commune, et aussi c'est le médecin-chef Mbaké, c'est quelqu'un franchement qu'on a une très bonne collaboration, une parfaite collaboration même. En tout cas, tout ce que depuis qu'il est là, franchement, on a une parfaite collaboration avec lui. Et à chaque fois que s'il y a un problème, on fait appel à lui, il règle ce problème-là. Depuis qu'il est là, on travaille en parfaite collaboration. Si je vous dis même, moi j'ai une double casquette même, je peux le dire, en tant que secrétaire général et en tant que comité président de trésorier du comité du CDS de Matam. En tout cas, il y a une parfaite collaboration. Je n'ai pas vu en lui, franchement, en ce qui me concerne, une mauvaise gestion. Franchement, ce n'est pas lié d'exiger le départ du médecin-chef de district de Matam. Franchement, c'est quelqu'un avec qui on a une parfaite collaboration et qui fait très bien son boulot. L'autre grand titre de cette édition, 64 candidats au baccalauréat exclus. L'Union à Kaolack, l'Union nationale des parents d'élèves a entamé une mission de bons offices. L'objectif est de permettre aux élèves de reprendre les épreuves en session de rattrapage. Explication d'Issa Prera.
C'est une affaire qui a défrayé la chronique lors de l'examen du baccalauréat 2024 à Kaolack. 64 téléphones portables saisis chez des candidats, une situation qualifiée de fraude par l'Office national du baccalauréat. Pourtant, tous avaient été prévenus lors des convocations. À partir du moment où il est formellement interdit de détenir un téléphone portable et qu'il y ait même un décret dans ce sens, qu'il y ait eu également le rappel donc, qui a été fait par l'Office du bac à l'endroit des examinateurs, je pense que donc il n'y a aucun débat à ce niveau-là qui vaille. Alors, ce qu'il y a, c'est que effectivement, quand même, ceux qui ont eu à contrôler ces élèves pour quand même les exclure sont dans leur bon droit parce qu'il est formellement interdit de venir dans les centres d'examen avec quand même des téléphones portables. Nous nous rappelons déjà de cette fraude massive qui avait eu lieu quand même en 2017, mais ça a été accentué par l'effet quand même des réseaux sociaux qui ont amplifié à grande quantité et en grande mesure quand même cette fraude-là, et ça déteint sur les résultats de nos examens. Nous devons tout faire pour fiabiliser les examens. Des élèves pris en flagrant délit de fraude ou de non-respect des règlements, quoi qu'il en soit, autorités, syndicalistes et parents d'élèves sont unanimes. Les élèves ont totalement tort sur la question. N'empêche, l'Union nationale des parents d'élèves est intervenue auprès du Premier ministre pour plaider la cause de certains de ses élèves. Si un groupe organisé se concerte pour introduire autant de portables dans un centre, c'est prémédité et nous partageons les décisions qui ont été prises. Maintenant, en tant que parents, nous, on doit rassembler tout le monde. Nos enfants qui sont dans le droit chemin, comme ceux qui sont dans le mauvais chemin, notre devoir, c'est d'encadrer tout le monde. Et après la décision prise par les autorités, comme d'habitude, comme on l'a fait avec les 103 candidats qu'on avait, qui étaient fort clos, et pour lesquels on avait plaidoyé, on avait organisé un plaidoyer, fait un plaidoyer jusqu'à l'acceptation de leur étude de cas par cas. Ce n'est pas la première fois que l'interdiction des téléphones portables est violée à l'occasion des examens. Pas plus tard que lors du baccalauréat technique, des candidats ont été exclus pour les mêmes faits. Merci Dissa. La semaine nationale de l'enfant africain clôturée à la promenade des Thiessois, la maltraitance des enfants, les violences et abus dont les enfants sont victimes, entre autres sujets évoqués à cette occasion. Cher Anta Diop, c'est la tire. Ces enfants, ces jeunes et adolescents réunis à Thiès, à la promenade des Thiessois dans le cadre de la semaine de l'enfant africain, ont interpellé les autorités sur des questions cruciales. Qu'ils puissent porter le plaidoyer sur les questions relatives à l'enfant, dont l'état civil, l'accès à l'éducation pour tous, l'éducation inclusive, mais également les questions sur le code de l'enfant, le code des daras, etc. La budgétisation sensible à la protection, pour qu'ils puissent porter cela au niveau des collectivités locales, au niveau des autorités administratives décentralisées, mais également au niveau national et au niveau du Parlement. Donc c'est ça qui a fait la particularité de cette journée. Maître Ibrahim Gueye souligne que cette activité intervient dans un contexte fortement marqué par l'émergence de nouvelles formes de violation des droits de l'enfant. Parmi celles-ci, il cite la problématique de l'enfant en ligne. Ainsi, les enfants sont de plus en plus exposés aux dangers des nouvelles technologies, notamment l'Internet qui représente aujourd'hui un phénomène qui affecte l'ensemble des pays des continents et nous préoccupe tous en tant qu'acteurs de la protection des enfants. Notre pays s'est engagé à instaurer un environnement favorable au respect. En tout cas, le plaidoyer a été entendu et il sera rapporté aux plus hautes autorités pour une meilleure prise en charge de vos aspirations. Cette journée a réuni tous les enfants venus de plusieurs localités des départements de Thiès, Mbour et Tivaouane. Ils ont mis en place le réseau national des adolescents et des jeunes. En politique, rapport d'étape de l'avènement du nouveau régime entre mise en place des règles de bonne gouvernance et lutte contre la vie chère. Les actes pris à la loupe dans ce reportage de Cher Diop et Tierno Laurent Métis. Ça fait maintenant 100 jours d'exercice au pouvoir, 3 mois de règne et beaucoup de choses à dire. Les Sénégalais apprécient. Le peuple sénégalais a placé beaucoup d'espoir en ce nouveau régime. C'est pourquoi le plébiscite, plus de 54%, ce qui est inédit
est assez remarquable. Mais les premiers repères ne sont pas satisfaisants. La volonté de l'actuel régime à mieux faire, un constat partagé par bon nombre de nos citoyens. On a vu que ça bouge, il y a des privilèges qui sont un peu touchés et ça bouillonne. D'habitude, il y a un état de grâce de plus de 6 mois, 1 an même. Mais avec ce nouveau régime, on a senti qu'il y a déjà beaucoup de bras de fer, d'abord entre institutions, mais aussi entre beaucoup de secteurs. Et ça peut être apprécié de façon positive pour certains et négative pour certains. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a au moins un président qui se distingue par son humilité, par son effacement, et qui, à mon avis, essaie de faire évoluer les choses. On sent une forte volonté de la part de ces autorités. Diomaye Sonko, en état d'éclipse. Le rayonnement du Premier ministre face à l'effacement du président notable, à en croire certains. Une nouvelle dynamique doit être bien enclenchée, mais cette nouvelle dynamique qui doit être bien enclenchée ne doit pas aller dans le sens de mettre à côté le président de la République pour se projeter. Ousmane Sonko est le Premier ministre du Sénégal, le premier des ministres. Tout le monde le lui reconnaît parce que le président de la République l'a choisi. Mais le président de la République également doit pouvoir taper sur la table, et sur ce plan, il est très attendu pour recadrer son Premier ministre, quelles que soient les relations de fraternité ou les relations amicales qu'il partage. Quand on voit Sonko et Diomaye en termes de président Premier ministre, ça doit choquer personne parce que c'est ce qu'ils nous ont vendu. Alors, mais justement, il faudrait qu'il y ait plus d'articulation au sein du gouvernement, parce qu'on a vu déjà ce qui s'est passé avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. 100 jours déjà se sont écoulés et les Sénégalais attendent encore beaucoup du nouveau régime. La création d'emplois, plus de démocratie, la lutte contre la corruption, l'audit des compagnies minières, entre autres, autant de chantiers. L'accès des populations au système financier reste faible au Sénégal. Seule la moitié de la population a accès aux banques, d'où la mise en place, vous le savez, d'une stratégie nationale d'inclusion financière qui couvre la période de 2022-2026. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Kanté. En termes d'inclusion financière, c'est-à-dire d'accès aux services financiers, le Sénégal, même si des efforts ont été fournis, reste beaucoup à faire. Un taux d'inclusion de 75% fixé par l'UEMOA, notre pays est à seulement 50%. On constate au Sénégal que plus de 50% de la population aujourd'hui n'a pas accès à un compte dans une institution financière. Et plus de 35% des PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique également n'a pas accès à un compte dans une institution financière. Et en plus de ça, les données du Global Findex de 2021 font ressortir aujourd'hui qu'au niveau du Sénégal, seuls 9% de la population adulte sénégalaise épargne à partir d'un compte dans une institution financière formelle. Nous ne sommes pas encore complètement satisfaits puisque l'objectif qui était visé d'atteindre 75% de la population adulte n'est pas encore complètement atteint au Sénégal et dans l'Union de manière générale. Cet accès aux institutions financières bute sur un certain nombre de problèmes. Liés pour l'essentiel à des financements, un manque de financement. Donc nous sollicitons ici les bailleurs de fonds, les bailleurs, nos partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de la mesure globalement d'amélioration de l'inclusion financière. D'où la mise en place d'une stratégie nationale d'inclusion financière sur la période de 2022 à 2026 avec comme objectif d'atteindre un taux de 65% pour les populations. Au niveau national, nous avons élaboré une stratégie nationale d'inclusion financière en se basant sur des données de demande. Et sur ces données de demande aujourd'hui, c'est une stratégie sur la période 2022-2026. Monsieur le Président de la République a validé la stratégie nationale. L'objectif fondamental, c'est d'assurer un taux d'accès de la population à hauteur de 65% pour les populations et 90% pour les PME et les TPME. Donc, le fait de pouvoir avoir aujourd'hui une stratégie nationale d'inclusion financière adossée à un programme national d'éducation financière qui est piloté par l'OQSF permet aujourd'hui de booster le niveau de l'épargne intérieure au niveau du Sénégal et surtout de booster la croissance économique
et renforcer le caractère inclusif de la croissance économique au niveau du Sénégal. L'inclusion financière est un vecteur de développement économique, permet aussi de réduire la pauvreté. Avec cette stratégie nationale d'inclusion financière mise en place par l'État du Sénégal, des progrès significatifs seront notés en matière d'accès aux services financiers par les populations. Merci Fat Bintou. Et puis un point météo, le sud du pays bien arrosé en ce moment, plus de 120 mm déjà enregistrés. Selon la météo nationale, les prévisionnistes annoncent d'importantes quantités de pluie dans les régions de Kédougou et Bakel ce jeudi. Le point avec Tidjane Dieye, prévisionniste à l'ANACIM. Le mardi 2 juillet 2024, les manifestations pluvio-orageuses ont été notées sur l'étendue du pays. En zone nord, on a eu des traces à Matam. En zone centre, on a eu 31,7 mm à Medina Saba. Saboya 30 mm. On a eu Nioro 8 mm. Koungheul 7,3 mm. Des traces à Dakar et Mbour. En zone sud, des quantités ont été assez marquées avec 178 mm à Djemberin, Kabrous 120 mm, 106,8 mm au Cap Skirring, Oussouye 53,5 mm, Ziguinchor 32,8 mm, Kolda on a eu 15,9 mm. Des quantités faibles inférieures à 10 mm ont été enregistrées dans beaucoup de localités dans la région de Ziguinchor et Kolda. En termes de perspective, pour les 24 heures, on a prévu des risques de pluie au Cap Skirring et à Ziguinchor. Sur les régions proches du littoral, la présence d'une nuage dense pourrait occasionner de fines pluies, notamment sur les îles Saloum et vers Dakar. Au cours des prochaines 48 heures, les risques de pluie sont prévus à Kédougou, Bakel et probablement Tambacounda et Kolda. À Saint-Louis, les eaux usées sillonnent le quartier Eau-Claire. Les habitants, comme vous le voyez sur ces images, s'organisent comme ils peuvent pour faire face. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Le quartier Léonard Eau-Claire de Saint-Louis vit une situation très difficile. Les eaux usées, refoulées par les canaux d'évacuation, empêchent la population de sortir. À cela s'ajoute l'odeur nauséabonde qui pollue l'environnement. Et un quartier qu'on ne peut pas vivre. Il est difficile de vivre là parce que nous sommes accablés par les eaux usées à travers les canaux qui traversent le quartier. Pour les populations de Léonard, le quartier est laissé en rade par les autorités municipales. C'est pourquoi elles comptent mettre en place un comité de gestion pour régler cette situation qui perdure depuis plusieurs années. Dans une ville comme Saint-Louis, qui est une ville tricentenaire, où de nombreuses figures sont passées, que ce quartier soit laissé en rade. Au sortir de cette journée, nous allons mettre un comité de gestion. Nous allons voir le préfet, le procureur de la République et le commissaire. Actuellement, la mosquée est devenue inaccessible. Les populations interpellent le nouveau ministre de l'assainissement. Interpelle directement le ministre Cheikh Tidjane Dieye, qui est le ministre de l'eau et de l'assainissement, qu'il interpelle directement le directeur de l'ANS au niveau de Saint-Louis, qui ne reste pas dans son bureau climatisé à dormir. Il faut qu'il sillonne la ville de Saint-Louis, les quartiers, pour constater les faits qui sont en train de se produire dans les... Parce que s'il y a, il y a plus de 100 maisons dans cette ruelle. Aujourd'hui, plus de 100 maisons encerclées par les eaux usées sont concernées par cette situation. Léonard est aujourd'hui le seul quartier où les taxis refusent d'y aller à cause des eaux usées qui hantent le sommeil des habitants. Dans l'actualité sportive, au cours d'une cérémonie de récompense des meilleurs pilotes du championnat de moto, le bilan de la saison 2023-24 jugé satisfaisante. La saison est satisfaisante donc. La participation de plus en plus importante. C'est un reportage de Cher Sadibou Diarra. Comme dernier acte de la saison de moto, une cérémonie de récompense est dédiée aux pilotes. Une occasion saisie pour tirer le bilan du championnat et fixer les perspectives. Il fallait mettre beaucoup de choses en place, mettre énormément de stratégies pour pouvoir amener le maximum de pilotes et
réussir le championnat parce que le championnat était long, était étalé sur 8 courses. On va travailler sur le calendrier. On va aussi rebooster la petite catégorie parce qu'aujourd'hui c'est sur laquelle on peut compter pour pouvoir avoir un plateau de pilotes, de beaucoup de pilotes. Ensuite, on va aussi beaucoup travailler sur les courses internationaux parce qu'on a des pilotes qui montent en niveau. La preuve, on a eu la semaine dernière 2 pilotes qu'on a envoyés au Burkina et qui ont fait une bonne prestation. L'alternance générationnelle et la diversité en nette amélioration cette saison, 2 aspects importants dans le développement des sports automoto au Sénégal. Commencer sur les juniors, faire un travail de fond avec eux. Donc c'est pour ça que le karting et la moto junior revêtent une importance particulière. Avec Sénégal Moto Verte, on a mis en place une école de pilotage pour les jeunes motards. Il y a un circuit de karting qui a émergé à Diamniadio. Et on espère qu'avec tout ça, on va pouvoir pousser dans la bonne direction. L'électronique, autre tendance à explorer également. On est en train de travailler avec la Fédération internationale pour pouvoir mettre en place un système de simulateurs qui nous permettra d'abord de faire de la détection, de faire de l'initiation et du développement à moindre coût pour les jeunes qui ne sont pas tous fortunés. Aujourd'hui, même un jeune qui se lance ne serait-ce dans le karting, même pour acheter un train de pneus, c'est quelque chose qui est cher et on peut pas faire l'économie de ça. Le sport moto, en quête de massification et d'envol au Sénégal, reprend le chemin des pistes au mois d'octobre prochain avec le démarrage de la saison 2024-2025. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Dans Soir d'Info, la suite avec Fatih Dieng. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.